Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1011 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 29 mai 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, Ricoh commence à lever le voile sur le GR4. Sony étend sa gamme de caméras avec la FX2 et Seven Artisan lance un nouveau grand angle pour hybride Sony. Le Flash Actu vous est présenté par Photo d'Enfer, à Paris, la référence en photo sous-marine et terrestre du caisson à l'hybride. Grande et bonne nouvelle, la quatrième génération du GR, le compact expert APS-C emblématique signé Ricoh, est en approche. Le constructeur vient de publier un communiqué officiel et nous donne de nombreuses informations sur son futur appareil. Le Ricoh GR4 inaugure un nouveau couple capteur optique. Il sera équipé d'un capteur CMOS APS-C de 25,7 millions de pixels sans filtre passe-bas, associé à une nouvelle génération de processeurs d'image permettant désormais de monter à plus de 200 000 ISO. Ce capteur sera aussi stabilisé sur 5 axes. Niveau optique, on est toujours sur une focale fixe équivalent 28 mm f2.8 avec filtre ND2IL intégré. La formule optique a été revue et passe sur 7 lentilles réparties en 5 groupes, dont 3 lentilles asphériques. Côté design et ergonomie, il ne devrait pas y avoir de changement majeur comparé à la génération 3. Le GR4 conserve cette philosophie de boîtier ultra compact, léger et qui va à l'essentiel. Il faudra compter 262 grammes sur la balance avec des dimensions très légèrement en retrait. Parmi les nouveautés, on peut citer aussi l'augmentation significative de la mémoire interne qui passe de 2 à 53 gigaoctets, en plus évidemment de la possibilité d'enregistrer sur une carte au format micro SD. Le nouveau Ricoh GR4 devrait arriver à l'automne 2025. Une version HDF avec filtre de diffusion est également en cours de développement pour la fin de l'année. Attention, la production et la distribution du JR3 sera stoppée dès cet été. Si vous voulez en savoir plus sur la saga Ricoh GR, sachez que nous avons déjà réalisé une émission spéciale sur le sujet en saison 6 du podcast. Sony a décidé de développer sa gamme de caméras de cinéma de la série FX en dévoilant la FX2, un nouveau modèle entrée de gamme. On retrouve un capteur full frame stabilisé de 33 millions de pixels, capable de délivrer des séquences vidéo 4K 60p en 422 10 bits, en format Super 35 avec une dynamique de plus de 15 IL grâce au S-Log 3. Il est possible de personnaliser le rendu des séquences avec les S-Cinétone et la prise en charge des luttes. La caméra intègre une fonction de D-Squeeze anamorphique et une sortie RAW 16 bits. Elle dispose d'un système autofocus dopé à l'intelligence artificielle avec détection, reconnaissance et suivi du sujet. Elle intègre les modes de stabilisation vidéo et dynamique pour des prises de vue à main levée réalisées avec l'écran ou le viseur électronique qui sont tous deux inclinables. La FX2 intègre sur son corps de nombreux points d'accroche pour accueillir des accessoires vidéo. La caméra dispose d'un système de ventilation pour les séquences prolongées et d'une fonction de compensation du phénomène de focus breathing. On écoute Baptiste Soto du réseau de boutiques spécialisées Fox nous partager ses premières réactions sur cette nouvelle caméra. Ah bah, pour nous, c'est très clair. Cette caméra, c'est the produit pour faire les premiers pas dans la vidéo pro. Si pour faire un parallèle avec Roland-Garros qui a lieu en ce moment, on va dire que les 50 premiers joueurs mondiaux, ils espèrent gagner le Grand Chelem. Bon, ceux-là, ils sont en FX6, en Venus, en Burano. Derrière, ben, on va essayer de gagner un Master 1000 avec cette FX2, puisqu'on a vraiment un produit qui est au top. Et c'est surtout l'énorme intérêt, c'est qu'il reprend tous les codes des produits FX3, FX6, Venus, Burano. C'est-à-dire, c'est tous les mêmes systèmes de menus, la même typologie d'ergonomie, les mêmes calages, les mêmes calibrages. Donc ça permet, notamment, je pense à beaucoup de gens qui veulent apprendre et derrière progresser, à se faire les dents, si je puis me permettre l'expression, pour derrière pouvoir basculer, dans le grand chelem. Voilà. Puisqu'on est sur un produit qui va coûter moitié moins cher qu'une FX6. Et derrière, on va retrouver tous les menus, on va retrouver ce que je disais, le form factor. On va pouvoir faire des vidéos 4K qui sont parfaites. On va bénéficier des mêmes innovations grâce à l'intelligence artificielle. On a évidemment, comme sur toute la série FX, un produit qui est ventilé, qui peut donc faire de la prise de vue sans limite. Aujourd'hui, c'est clairement le produit
qui est parfaitement adapté. Je pense particulièrement à des écoles, pour de la formation vidéo, à des étudiants en vidéo pour leur équipement personnel, à des jeunes créateurs, heu, voire à des seconds boîtiers dans l'univers professionnel, puisqu'évidemment, puisqu'on a exactement le même partage de la gamme optique, on peut très bien démarrer sur une FX2, heu, s'équiper d'une gamme optique progressivement et derrière, quand on aura la capacité d'investir sur une FX3, FX6 ou plus haut de gamme, pouvoir basculer et on aura tout ce qu'on aura appris sur la FX2 sera parfaitement applicable sur les autres produits. Ça, c'est une très, très bonne idée qu'a eu Sony de permettre ce premier pas dans le monde de la vidéo pro. La nouvelle Sony Cinema-Line FX2 sera proposée au prix de 3 199 € et disponible dès le 21 juillet prochain. Un pack avec la poignée supérieure équipée de prises XLR sera proposé au prix de 3 699 €. Pour terminer, le constructeur d'optique chinois Seven Artisan vient de lever le voile sur une nouvelle optique, un grand angle autofocus à destination des hybrides Sony en monture E. Il s'agit d'un 24 mm, capable de couvrir le format de capteur 24-36 mm et disposant d'une ouverture maximale f1.8 associée à un diaphragme circulaire composé de 11 lamelles. L'objectif est composé de 14 lentilles réparties en 11 groupes et inclut 2 lentilles asphériques, 2 verres ED et 2 verres à haut indice de réfraction. On retrouve une motorisation autofocus de type STM pas à pas et on dispose d'une distance minimale de mise au point de 32 cm. L'objectif, réalisé tout en métal, dispose d'une bague manuelle de réglage du diaphragme décliquable, une touche FN personnalisable, un port USB-C pour la mise à jour de firmware. Il pèse 424 grammes et mesure environ 9 cm de long. Le nouveau Seven Artisan AF 24 mm f1.8 est proposé au prix de 350 €. Bon Benjamin, est-ce que tu te réjouis de l'arrivée d'une nouvelle itération du Ricoh GR? Alors oui Mais, et non. oula, Non, plutôt oui, mais j'attends de voir. En fait, ce qui est un peu frustrant dans cette première annonce, ou du moins cette annonce de développement, c'est qu'il n'y a pas encore de visuel. Et moi, ce que j'attends de voir, ça va être la même chose, hein. c'est s'ils conservent vraiment cette ergonomie, donc qui a fait le succès des modèles précédents. Et peut-être comme beaucoup de GRistes, parce que je me considère comme un GRiste, je fais partie de cette obscure paroisse d'adeptes du concept. Est-ce qu'ils vont remettre ou pas le petit flash intégré qu'il y avait sur le GR2, qui était super bien, en fait. Alors, on peut On peut ne lancer pas les aimer. paris, il y a peu de chance hein, quand même, hein. Je pense pas non plus. Eh ben, écoute, moi, je l'aimerais en tout cas. A priori, en tout cas, il n'y a pas d'énormes changements hein, par rapport au GR3. Peut-être que l'autofocus sera un peu plus réactif. Mais bon, quand on touche au GR et qu'on se familiarise avec le mode snap, on apprend à faire sans, Mhm. en fait. Et ça marche très, très bien. On reviendra sur le mode snap dans 2 semaines quand on va parler de la photo de rue. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle qu'un GR arrive. Mais je suis pas sûr qu'on ait le gap qu'il y a eu entre les GR2 et GR3. Et peut-être qu'un petit saut en arrière, en tout cas, ça n'engage que moi et je le sais, d'autres GRistes, un petit retour du flash intégré pourrait être sympathique. Bon, est-ce qu'il faut se jeter sur les dernières pièces disponibles de GR3 parce que du coup tout s'arrête cet été, Léo? Bah, c'est ça. Ensuite, pourquoi pas se jeter sur du GR3 parce que je pense qu'il y aura peut-être un petit gap de prix, hein, forcément, Bah entre oui. un GR3 et un GR4. Ça paraît inéluctable. Exactement. Donc, dès qu'il y a de l'évolution technologique, bah, on prend un peu au passage. Mais vu que c'est un appareil pour les puristes, là où je suis content, c'est qu'ils n'en ont pas fait des tonnes. Ils ont pas. Enfin, on voit des marques arriver et mettre, par exemple, un capteur empilé. Ça aurait pas été du tout logique dans ce type de boîtier. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent vraiment à comprendre les utilisateurs et à rester simple du moment que ça rentre dans la poche. Enfin, et je pense que ce flash dont tu nous parles, je suis pas sûr qu'on le verra parce que bah, déjà, on a des contraintes aujourd'hui de production de plastique à échelle européenne. Donc, déjà, je pense qu'on n'aura pas de chargeur dedans. Et je sais pas si ça fait partie vraiment de la philosophie du Ricoh GR. Ah bah, parle-en aux adeptes du GR2 qui aiment bien la photo un Mhm. petit peu frontale, Ouais. justement, en street, où tu peux me faire un petit feeling comme ça au flash.
c'est un attribut qui a été assez apprécié. Maintenant, tu vois, si il n'est pas au rendez-vous sur la version 4, je pense pas que c'est ce qui va empêcher la série d'avoir du succès, très Ouais. clairement. Je ne pense pas. Par contre, peut-être un truc qu'on aurait pu attendre plus que le Flash, c'est une version monochrome. Comme il y a eu un K3 monochrome, Eh, si tu veux, doucement. avec le Chez capteur, Ricoh, ils vont doucement, ils savent faire. progressivement. C'est peut-être là qu'il peut y avoir une petite rupture et quelque chose de vraiment attendu par les fans, quoi. On voit quand même, parmi les nouveautés, là, l'augmentation de cet espace de stockage interne. Ça va un peu dans Oui. la mouvance du Sigma BF. Alors, est-ce que ces deux constructeurs sont des précurseurs en la matière, ou est-ce que voilà, ce sont des initiatives spontanées et isolées? Moi, sur le papier, je trouve ça assez cool. Après, la micro SD comme support secondaire, je suis beaucoup moins fan, mais bon. Si on gagne de la place. Et qui Ouais. reste. Oui, c'est plutôt cohérent, hein. Ouais, non, bah c'est vrai que c'est un peu nouveau. C'est pas si nouveau que ça, en fait. C'est quand même un retour en arrière parce qu'il y a eu il y a eu une grosse tendance quand même à avoir de la capacité d'enregistrement interne. Ouais. Ça a vite été démodé quand même. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, moi, c'est la première fois que je vois ça arriver sur le marché avec les Sigma. Et bah, si ça permet d'avoir une expérience d'utilisation correcte, je trouve ça bien. Ensuite, je trouve que c'est un peu limité en termes d'espace de stockage, malheureusement. Enfin, Surtout si tu fais du DNG, enfin ce qu'on Oui. recommande fortement chez Ricoh, hein, les DNG sont de super qualité, donc c'est les RAW au format universel qu'on peut dématricer avec n'importe quel logiciel. C'est une des Mhm. caractéristiques aussi des GR, comme des Leica d'ailleurs, des Leica Q. Et c'est vrai que si tu es tenté de faire du DNG plus JPEG, tu vas vite être aux limites. Surtout que là, tu augmentes un petit peu le nombre de pixels, tu passes de 24 à 26. Il faudra être un tout petit peu vigilant. C'est vrai qu'une centaine aurait été mieux. Le BF Ouais. va beaucoup plus loin, hein. Non, nous, on est super contents en tout cas de voir le GR4 arriver. Il est attendu. Euh, c'est vraiment. Enfin, étant nouveau dans ce domaine, je m'attendais pas à ce que l'on vende autant de Ricoh GR. Honnêtement, c'est impressionnant. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas forcément qu'un appareil photo principal, ça devient aussi un boîtier de tous les jours. C'est un bloc-notes. C'est ça. C'est vraiment c'est un objet attachant, minimaliste, tu l'as souligné Mm. tout à l'heure. C'est un peu austère, hein, de prime abord. Quand on le regarde, les menus sont pas tip-top. Franchement, il n'y a pas des onglets colorés dans tous les sens. Mais quand on le paramètre à sa main, on fait de belles photos avec, parce que le capteur est vraiment de qualité. Et c'est comme tu le dis, c'est un appareil du quotidien qu'on a littéralement dans la poche. C'est un vrai compact qui rentre dans la poche. Et ça le fait, quoi. Et moi, je comprends tout à fait tout l'engouement, évidemment, qu'il peut y avoir, mais je ne suis pas très objectif là-dedans. Question, est-ce qu'il y a des caissons qui existent pour un GR, ou est-ce que ça aurait du sens? Non, ça aurait pas forcément de sens parce que en 28 mm, c'est pas assez large. Nous, on est soit très grand angle, soit très macro. Ils font des compléments, hein, de Oui. 21 mm d'ailleurs en grand angle. Ça existe, des compléments Ouais, optiques, mais qui le rendent un peu plus volumineux, du coup. C'est ça, donc plus volumineux, plus difficile aussi à adapter dans un caisson. Donc le seul complément de la sorte que l'on est capable d'utiliser sous l'eau, c'est celui du TG6, TG7, Ouais. où c'est le FCON T01 ou FCON T02 qui te fait un vrai fisheye circulaire. Là, ça, on arrive à l'adapter, mais faut modifier le caisson, faut changer le hublot, avoir un dôme sec. Enfin, faut être fan de grand angle, quoi. Et non, je suis pas sûr que ce soit très utile. Mais ouais, par contre, petite anecdote, nous, on est content de l'arrivée de Ricoh à la boutique parce que ça fait un tout petit peu plus d'un an qu'on fait du Ricoh. Ça me fait du boulot en plus parce que ça me fait du ménage, parce que c'est la vitrine la plus sale à chaque fois, parce que c'est là où les gens posent leurs doigts pour demander ce que c'est. Et c'est vrai que ce que tu disais, oui, c'est minimaliste, mais ça en est limite parfois trop. Et c'est aussi génial, c'est que c'est comme tu disais, c'est un peu austère quand on regarde comme ça. Et les gens, du coup, posent énormément de questions et se demandent ce que c'est. Et à l'inverse de certaines marques qui peuvent en faire trop au niveau de l'esthétique et du design, justement pour attirer les consommateurs. Et là, c'est vrai que c'est assez drôle d'avoir des clients qui nous demandent mais qu'est-ce que c'est? Et quand on leur explique, certains comprennent pas parce qu'ils aiment bien le zoom, mais ouais, non, c'est intéressant comme appareil et je suis super content de pouvoir avoir ce type de produit à la boutique.
Bon, en tout cas, Benjamin, il va falloir que tu fasses un choix, parce que tu peux pas avoir dans ta poche un Ricoh GR, un Fujifilm X100 et un GFX 100 RF. Donc, il va falloir choisir au bout d'un moment. D'autant que hein. le X100 que j'adore aussi ne rentre pas dans une poche. Donc ça tombe bien. Il est plutôt autour du Dans un cou. baggy, si ça rentre. Alors un baggy, oui, mais ma période de skater n'a jamais existé finalement. Léo, un mot sur la nouvelle FX2, donc un nouveau modèle dans cette gamme de caméras de cinéma, on peut appeler ça comme ça. Si on regarde la fiche technique, ça ressemble quand même beaucoup à un hybride qu'on connaît bien, la 7C2. Euh, Quelle est la clientèle finalement qui va s'orienter Est-ce que finalement cette ergonomie offerte par la série FX justifie l'écart de prix qu'on va avoir entre cette FX2 et un A7C2? Ah, la question, elle est dure. On va pas forcément aller chercher des utilisateurs d'Alpha 7C2 avec une FX2. On va plutôt aller chercher un boîtier secondaire. C'est là où je suis d'accord avec Baptiste Soto. On va aller chercher un boîtier secondaire, enfin une caméra même secondaire, une caméra B, pour les interviews. Enfin, je pense que même pour apprendre, je pense que c'est une des caméras que l'on va beaucoup retrouver pour faire des clips à petit budget en location. Enfin, c'est le genre de caméra où il y a des chances que ça devienne un incontournable, comme on a eu à l'époque des Canon 5D, à l'époque de l'Alpha Ah ouais, 7S3. caméra, carrément. Moi, je pense, sincèrement, parce que caméra. Ah, mais sincèrement, je pense qu'on a vraiment. Enfin, Sony arrive en tapant fort sur la table, en montrant que ça faisait quand même pas mal de temps qu'ils n'avaient pas ressorti une nouvelle caméra ou un hybride faisant de la caméra professionnelle depuis, je trouve, l'Alpha 7S3, parce que la FX3 était une adaptation en fait de l'Alpha 7S3 au monde du cinéma. Et du coup, on s'est rendu compte que la FX3 est devenue plus populaire qu'un Alpha 7S3. Et je pense que c'est dans cette suite logique que Sony se dit, les utilisateurs préfèrent l'ergonomie d'une FX3 à celle d'un Alpha 7S3. Ok, la nouvelle, on l'a fait au format FX. Oui, puis ce nouveau boîtier rentre pleinement dans la philosophie, la catégorie des appareils qui permettent de faire du run and gun. On a consacré très récemment une émission à ce style de prise de vue. On vous invite à la réécouter parce que je crois que c'est exactement ça.